C'est un grand honneur pour moi de laisser la parole maintenant à Nicole Landry-Daté, qui, je le dis très, objectivement, qui est quand même à l'origine du concept de ce dont nous allons travailler aujourd'hui, et qui est la marraine, finalement, du groupe de Tours, et qui va nous parler des non-dits du prix du silence. Nicole, c'est avec plaisir que nous t'accueillons. Merci de votre accueil. Je voudrais juste... je suis très honorée de pouvoir transmettre cette expérience parce qu'effectivement, c'est un sujet qui m'a tenu beaucoup à cœur, notamment quand je suis arrivée à l'IGR il y a plus de 23 ans. Quand je suis arrivée à l'IGR, juste une petite parenthèse, j'étais parfois appelée à 9h du matin, j'arrivais, j'étais bipée, venez vite, Madame Attel est décédée, elle a 4 enfants, ils sont à l'école, ils sont au courant de rien, qu'est-ce qu'on fait? Et des situations comme ça, j'en voyais souvent. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces parents à pouvoir parler aux enfants et comment on peut instaurer le dialogue. Et c'est comme ça qu'au cours de la réflexion avec l'équipe de psycho-oncologie de l'Institut Gustave Roussy à cette époque, nous avons envisagé de créer ces groupes de soutien aux enfants qui continuent, qui avancent. Et vraiment, je suis très très heureuse de voir que la transmission se fait et que le témoin se passe. Voilà, je vais essayer aujourd'hui de vous parler de cette expérience, mais peut-être plus sur un plan théorique. Je pense qu'avant de parler du prix du silence, il me semble qu'il faut déjà comprendre ce que les enfants éprouvent quand on ne leur dit rien. Alors, j'espère que... Voilà. J'ai mis cette phrase en exergue parce que je trouve qu'elle s'adapte... Elle illustre parfaitement le sujet et je la trouve très belle. Donc voilà, je pense que vaut mieux aller au combat que d'avoir des après-coups très douloureux et catastrophiques. Alors, je vais juste, je pense que Monsieur Bass nous en parlera plus longuement, mais souligner le fait que quand on annonce le diagnostic, c'est pas un scoop, c'est vraiment un séisme qui ébranle le malade et chacun des membres de la famille. Et là, je souligne vraiment, y compris les enfants, parce qu'on a le sentiment que si on leur dit rien, si on fait rien, ils ne vont pas comprendre et on va les épargner. Or, ils ne sont pas du tout épargnés, d'autant plus qu'on garde le silence, parce que l'angoisse des adultes, ça circule et ça contamine les enfants. Et même sans mots, l'angoisse circule et je dirais d'autant plus qu'il n'y a pas de mots que l'angoisse est plus forte. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand on ne dit rien à l'enfant? Eh bien, l'enfant voit bien qu'il se passe des choses, qu'il y a des changements, qu'il y a des... en tout cas, c'est ce qu'ils expriment, et que les papas et mamans qui est malade allaient travailler, va plus travailler, qu'il y a une tension dans la famille, on sent qu'il y a de l'angoisse. Et à ce moment-là, quand rien n'est dit à l'enfant, bien ce qu'il imagine est toujours pire que la réalité. Donc, je crois que c'est souvent un argument que moi j'emploie avec les parents quand ils savent pas, quand ils hésitent, en leur expliquant que c'est tout à fait légitime de vouloir protéger ses enfants, mais qu'en même temps, on fait l'inverse de ce qu'on voudrait faire. C'est-à-dire qu'on leur dit rien pour les protéger, comme on ne leur dit rien, ils s'angoissent, comme ils s'angoissent, ils s'imaginent des choses et c'est encore pire. Donc on fait le contraire de ce qu'on voudrait faire. Alors, pour voir un petit peu ce que les enfants éprouvent dans ces situations-là, il y a ce que je viens de dire, c'est que l'anxiété circule. Donc un des premiers effets chez l'enfant, c'est l'anxiété. L'enfant se sent très très inquiet, et d'autant plus qu'on le verra au fur et à mesure dans les groupes, ce qu'ils se disent, ils ont très très peur de leur devenir, de ce qui va se passer. Enfin, ils comprennent pas ce qui se passe. Il y a aussi cette notion de dépression, c'est-à-dire que ces enfants, plus ils s'angoissent, plus ils dépriment, plus ils s'angoissent. C'est un peu le cercle vicieux. Et donc, ce sont des enfants qui vont devenir tout d'un coup ou bien tristes ou bien agressifs, ou qui vont avoir des troubles du sommeil, des troubles alimentaires. En tous les cas, il y a un changement de comportement et qui souvent sont des alarmes, des clignotants. La notion de culpabilité, je crois qu'il faut s'y arrêter 2 minutes parce que plus l'enfant est jeune, plus il est dans ce qu'on appelle la pensée opératoire, et donc un chat est un chat, et
Et l'enfant est aussi dans cette notion de pensée magique, c'est-à-dire de toute puissance, c'est-à-dire ce que je pense, ça va arriver. Et quand l'enfant est jeune, a un parent malade, il suffit que les parents avant aient dit il m'énerve, il est fatigant et tout, il va me rendre malade, il va me tuer, etc. Si ça arrive pour de vrai, c'est très culpabilisant pour l'enfant parce qu'il a le sentiment que c'est parce qu'il n'a pas été gentil que les choses se passent. Et que de toute façon, l'enfant, dans sa phase de toute puissance, et il a le sentiment que tout dépend de lui. Donc si les parents divorcent, si les parents sont malades, ça dépend, c'est à cause de lui. Et dans la notion de culpabilité, il y a aussi une autre notion qui est un peu plus, je dirais, inconsciente, mais qui est ce fameux complexe d'Oedipe. Et quand l'enfant est très jeune, bon, quel est l'enfant ou qui n'a pas dit à son papa ou à sa maman, quand je serai grand, je me marierai avec toi. Bon, effectivement, pour se marier avec papa et maman, inconsciemment, il faut que l'autre il disparaisse. Et quand l'autre disparaît pour de vrai, vous voyez, il y a une collusion entre le fantasme et la réalité qui peut faire le lit d'une très grande culpabilité inconsciente, voire d'une dépression. La notion de jalousie, bien écoutez, je pense que là, l'enfant comprend pas pourquoi tout d'un coup on s'occupe moins de lui, on va s'occuper plus du parent malade, on va un peu le délaisser. L'enfant se sent un peu jaloux du parent qui est malade parce que on lui prête toute son attention. D'où la colère qui peut en découler. Et à ce moment-là, l'enfant peut effectivement devenir agressif, un peu ingérable. Enfin, ça rend les choses très compliquées. En tous les cas, ce que les enfants nous disent dans ces situations-là, ce qu'ils nous disent tous, c'est qu'ils ont la peur du quotidien. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Et je pense que les enfants sont très, très conscients qu'ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas grandir sans le soutien et sans les adultes, que tout seuls, ils peuvent pas se défendre. Et ils ne peuvent pas se nourrir, ils vont pas. Et donc là, ça leur fait très très peur. Si un des parents disparaît, qu'est-ce qu'on va devenir? Avec quel argent on va vivre? Comment on va faire? Donc, d'où l'importance effectivement de pouvoir parler à l'enfant, de lui expliquer les choses et d'essayer un petit peu de le rassurer tant qu'on peut, mais en tous les cas de lui dire qu'il ne sera pas abandonné complètement. Les angoisses métaphysiques, alors ça, je pense que les personnes qui s'occupent des groupes d'enfants vous en parleront, mais c'est très, très touchant de voir que les enfants, et les enfants sont très, très philosophes, se posent beaucoup de questions. Mais si Dieu existe, pourquoi il fait la mort? Et puis d'abord, moi, je veux pas que mon père aille au ciel parce qu'il y a trop de morts déjà. Et puis vous avez un autre enfant qui dit oui, mais tout ce qui vit meurt. Enfin bon, des enfants qui sont vraiment très philosophes et qui se posent de réelles questions, je dirais des questions existentielles. Et surtout, je crois que l'impact et le prix le plus cher à payer, c'est la perte de crédibilité des adultes. C'est-à-dire que l'enfant, à la fois, découvre, quand je reprends l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, de ces enfants qui sont à l'école, la maman qui est décédée, ils sont au courant de rien. C'est-à-dire que, vous voyez, le double traumatisme, c'est-à-dire que non seulement il y a la perte brutale du parent, parce que pour eux, ils n'ont pas pu s'y préparer, et il y a la découverte du mensonge des adultes, et la perte de confiance. Or, l'enfant se construit sur la confiance, et sur la confiance qu'il peut avoir, notamment dans les personnes qui sont le plus près de lui, qui sont ses parents et les adultes qui l'entourent. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve, je dirais, à l'âge adulte, et c'est vraiment un prix à payer. Ce sont des personnes qui peuvent devenir extrêmement méfiantes et qui ne peuvent pas faire confiance à quiconque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment quand on les a en analyse plus tard, cette notion d'impossibilité de faire crédit à quelqu'un et en tous les cas, de la difficulté de faire confiance. Et surtout, bon, au bout du compte, c'est la peur de l'abandon, qui va s'occuper de nous et qu'est-ce qu'on va devenir. Voilà, ça c'est le dessin d'une petite fille que j'avais rencontrée au groupe d'enfants et dont la maman était hospitalisée en soins, en chambre stérile. Elle avait un problème d'hématologie. Et vous voyez ce que dit cette petite fille qui n'avait pas vu sa maman depuis très longtemps. Elle dit « J'espère que tu n'as pas trop mal pendant les opérations. 1 mois, je trouve ça très long, 1 mois sans te voir. » Et on voit, elle dit « Bon, Yaya Kat m'a dit que ce n'était pas grave. » Et on voit toute l'inquiétude de l'enfant derrière. « Mais je m'inquiète.
un peu. J'essaye de ne pas le faire. Gros bisous. Vous voyez, on sent que cet enfant qui lutte contre l'anxiété et qui essaye de rassurer sa mère tout en se rassurant elle-même, enfin, ce sont des situations extrêmement compliquées. Alors, quelles sont les conséquences, effectivement, à long terme ? Eh bien, on va avoir cette anxiété persistante, voire des personnes qui vont devenir très, très anxieuses par rapport à la maladie, qui vont avoir peur du moindre bobo. Enfin, c'est très, très, très compliqué pour elles. Et qui vont toujours avoir, surtout chez les enfants, dès qu'il y a un parent qui est malade ou qui a un rhume ou une grippe, tout de suite, ça va devenir catastrophique. Enfin, c'est vraiment des fonds anxieux qui vont perdurer. Dans ce que j'appelle la perturbation des relations objectales, je reviens à la notion de confiance. Et là, l'enfant, quand il est petit, si il perd un parent brutalement et que rien ne lui a été dit, eh bien, même si ça a été préparé, mais quand ça a été préparé, c'est quand même très différent. Il y a une rupture brutale de la relation, il y a une perte, et l'enfant le subit. Et donc, quand on les a en analyse un peu plus tard, on s'aperçoit que ce sont des personnes qui ont beaucoup de difficultés à s'attacher. Alors, on retrouve le problème de la confiance. C'est extrêmement difficile de pouvoir créer des liens et un lien de confiance. Et surtout, il y a inconsciemment cette peur que tout à coup, ça s'arrête. Et donc, de retrouver cette souffrance qu'il y a eu dans l'enfance, cette douleur intense. Et du coup, dès qu'ils sentent qu'ils s'attachent, hop, ils s'en vont. Et souvent, ce sont des personnalités extrêmement instables affectivement, parfois même instables aussi au niveau de leur vie quotidienne. Elles déménagent tout le temps. Elles ne peuvent pas rester à un endroit. C'est pas possible de créer quelque chose de constant et dans la confiance. Et ces personnes-là, en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois la peur de cette rupture et de revivre ce qu'ils ont vécu à l'âge, quand ils étaient enfants, et d'avoir été en position passive. Donc il y a un retournement qui serait, ils reprennent une position active. C'est moi qui vais, tout ça c'est inconscient souvent. C'est moi qui vais décider de partir. On ne fera pas le coup deux fois, quoi, en gros. Et il y a aussi cette notion de la répétition, et la répétition qui est jamais anodine. Enfin, la répétition, c'est essayer de revivre l'événement pour essayer de se dégager tenter en tous les cas de se dégager de l'angoisse qui a accompagné cet événement et de la douleur. Sauf que ils n'y arrivent pas parce qu'ils répètent, et souvent on répète jamais tout à fait de la même façon, mais tant qu'on n'a pas compris pourquoi et qu'est-ce qu'on répète, on n'arrive pas à se dégager de cette douleur-là, et du moins à s'en distancier et en faire quelque chose. Donc là, à l'âge adulte, on retrouve comme ça. Alors, je pense que c'est vrai. Enfin, c'est vrai pour la maladie, mais c'est vrai pour un peu tous les traumatismes de l'enfance. Ça, c'est la confiance dès que l'enfant le perd. C'est terrible, quoi. C'est un effondrement psychique, et c'est très très difficile après de reconstruire les liens et de reconstruire un psychisme un peu solide, quoi. L'augmentation des maladies mentales. Alors, je ne sais plus, il y avait un article dans Le Monde il y a eu quelques années qui montrait que 13% de la population traitée en milieu psychiatrique était traitée pour des dépressions infantiles qui n'avaient pas été traitées. C'est-à-dire que l'enfant a grandi avec sa dépression qui peut devenir parfois tellement envahissante qu'elle devient handicapante. Et un certain nombre de personnes traitées en psychiatrie avaient connu ces situations dans l'enfance. L'augmentation du risque donc de dépression à l'âge adulte, ça c'est un peu ce que j'expliquais, c'est la dépression infantile qui n'a pas été traitée, ce qui est très dommage parce que la dépression de l'enfant se traite très facilement par la psychothérapie. Il n'y a pas besoin de donner de traitement, il n'y a besoin de rien. La psychothérapie
aide beaucoup à l'enfant à sortir de sa dépression. Et on passe beaucoup à côté de ça. Et notamment, je fais juste une petite aparté, mais quand l'enfant est agité, quand l'enfant est instable, quand l'enfant a beaucoup de mal à se concentrer, tout de suite on dit il est hyperactif, mais la dépression, ça se traduit aussi chez l'enfant, souvent par des troubles du comportement, avec cette difficulté, mais comme chez l'adulte, à se concentrer, la difficulté à pouvoir maintenir son attention et ces troubles de l'humeur, enfin tout ça, on le retrouve aussi chez l'enfant, mais qui vont se manifester un peu différemment. Moyennant quoi, on peut passer à côté du diagnostic et se tromper aussi de traitement. Et puis, il y a eu aussi cette recherche qui a été menée par l'INSEE en novembre 2014, qui montrait que 24% des enfants en rupture scolaire ont perdu un parent ou ont eu un parent très malade dans l'enfance. Donc on voit bien qu'il y a un prix à payer et que ce prix est vraiment très cher, quand on ne dit rien et quand on ne prépare pas l'enfant. Et surtout, c'est que quand l'enfant devient adulte, s'il s'est construit sur une anxiété ou une dépression aussi très forte, eh bien, on s'aperçoit à ce moment-là qu'il a une mauvaise capacité lui-même à s'occuper de ses propres enfants. Comment on peut s'occuper de ses enfants quand soi-même on est déprimé et qu'on a ce sentiment de vide à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qu'on peut donner? Donc, vous voyez, il y a cette notion d'héritage en négatif. De quoi l'enfant va-t-il hériter? Alors, comment peut-on limiter les risques de ces effets? Eh bien, écoute, c'est prêter attention au vécu de l'enfant, relancer le dialogue familial, c'est-à-dire quand on rencontre des malades, c'est s'inquiéter de savoir comment ça se passe pour les enfants, qu'est-ce qui a été dit aux enfants. Moi, je me souviens par exemple à l'hôpital, souvent, ça arrivait très fréquemment que les parents hospitalisés, quand on lui posait la question, ah mais moi j'ai rien dit, il croit que comme je me déplace souvent, j'ai un travail où je me déplace, il croit que je suis à l'hôtel. Non, j'ai dit que j'étais en déplacement, j'ai pas dit que j'étais à l'hôpital, voilà. Et je me souviens de ce père de famille qui justement se déplaçait souvent. Et qui m'interroge, c'est lui qui m'interroge en me disant mais je sais pas, je comprends pas ce qui se passe, mais moi quand je suis en déplacement, tous les soirs j'appelle mon fils et tous les soirs il me demande où je suis. Et là il me dit j'ai dit que j'étais en déplacement, mon fils m'appelle mais il me demande jamais où je suis. Ça signifie, je veux dire, c'est l'illustration même que même quand on pense que l'enfant ne sait pas, il sait. Et ce qui est important dans cette notion de dire à l'enfant et d'expliquer les choses à l'enfant, c'est aussi lui donner confiance en lui-même, c'est-à-dire le rassurer sur le fait que ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve, oui, effectivement, tu te sens inquiet, tu penses qu'il se passe quelque chose, oui, il se passe quelque chose, oui, tu as raison d'être inquiet. Et on explique à l'enfant, mais vous voyez, on confirme que ce qu'il ressent est vrai, donc il peut se faire confiance sur ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent est juste et vrai. Si on dit à l'enfant, mais non, tu te fais des idées, mais non, c'est pas grave, mais non, mais c'est pas ça, l'enfant va penser qu'il se trompe tout le temps. Donc comment peut-il construire sa confiance en lui quand en permanence on lui dit, mais non, tu te fais des idées, mais non, c'est pas vrai, mais non, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment important de montrer à l'enfant qu'il a raison, que ce qu'il ressent est juste, qu'il peut se faire confiance sur ce qu'il éprouve. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Je ne sais plus quel poète a dit « l'enfant se construit... » l'enfant se construit comme un arbre avec le soleil et un adulte comme tuteur. Et je crois que ça résume tout. L'enfant a besoin à la fois d'affection, d'attention, et il a aussi besoin de s'appuyer sur des adultes qui sont un peu droits, debout. Et pour ça, il faut effectivement aider cet enfant à grandir, je dirais le moins mal possible, pour qu'il devienne lui-même un adulte qui puisse assumer et s'occuper bien de ses enfants. Voilà. Dans cette notion aussi de comment on peut limiter les risques, eh bien, ça va être encourager les visites à l'hôpital,
Alors, je sais que beaucoup d'hôpitaux, c'est interdit aux moins de 15 ans, alors que c'est dramatique, parce que plus les enfants sont petits, moins ils ont de pensée symbolique, et donc plus ils ont une mémoire assez courte ils ont vu le parent hier, demain ils ne le voient plus pendant 3 jours, ils ont l'impression que le parent a disparu. Donc, c'est extrêmement important que l'enfant puisse venir à l'hôpital, d'abord pour maintenir le lien affectif, mais surtout pour rassurer l'enfant sur le fait que si le parent, s'il ne le voit pas tous les jours, il est toujours là. Et c'est comme ça aussi que se construit la pensée symbolique chez l'enfant, et le pouvoir penser à l'autre quand il n'est pas là. Et donc, comment on peut combler le manque aussi par le psychisme, en retrouvant l'autre à l'intérieur de soi, dans ce qu'on en a vu. Et puis, c'est aussi rassurer l'enfant sur le fait qu'à l'hôpital, tu vois, on est en train de soigner papa, maman, et on fait tout ce qu'on peut pour essayer de le soigner. On évite d'employer le mot guérir, toujours pareil, pour ne pas trop mentir, et je pense qu'on en aura un exemple tout de suite là. Parce que si on dit le mot soigner, on ne peut promettre à l'enfant que des choses qu'on peut tenir. Alors si on dit à l'enfant, on va le guérir, oui, mais si on ne guérit pas, qu'est-ce que ça fait ? Là encore, l'enfant le prend comme un mensonge, et comment peut-on croire les adultes qui vous promettent quelque chose qu'ils ne tiennent pas ? Donc je crois que c'est extrêmement important. Et puis, proposer aussi des entretiens individuels à l'enfant, ou sa participation à des groupes, quand il y a la chance d'avoir des groupes, quand il peut y en avoir. Mais ça, c'est à développer encore plus peut-être. Et finalement, que nous demandent les enfants ? Sinon de leur faire confiance sur leur capacité à faire face à la situation. Et surtout ce que nous demandent les enfants, ils veulent la vérité avec des mots gentils. C'est ce que les enfants nous ont dit dans les groupes. Et pour illustrer ce propos, je remercie d'ailleurs Clémentine qui m'a autorisé à diffuser cette diapositive. C'est une enfant qui avait perdu sa maman et qui a 9 ans là, et qui écrit au médecin parce qu'elle n'arrivait pas à dire sa colère. Et elle dit « Cher médecin, quand j'étais petite, vous m'avez dit que ma maman guérirait. Mais vous m'avez menti, car vous n'avez pas guéri ma maman. Alors arrêtez de dire des choses stupides aux enfants et qui croient mais qui croient mot pour mot ce que vous dites. La parole, la confiance, la parole. Pour les enfants, la parole, ces paroles d'évangile, la parole, et notamment la parole des parents, aussi la parole des médecins, de celui qui sait. Enfin, on ne se rend pas compte du poids de la parole pour un enfant. S'il vous plaît. Et alors, elle ajoute, dites le mot « essayez » dans « on va essayer ». Merci d'essayer de comprendre. Je vous remercie. On est ici un public mixte, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des psychologues, donc des professionnels du soin psychique, puis il y a aussi des non-psychologues, dont des médecins ou futurs médecins comme cette petite fille nous a invités à essayer de comprendre. Et donc, j'aurais une question qui est de se dire, mais finalement, on rencontre des parents qui vont nous dire mais qu'est-ce que je dois dire à mes enfants et comment je dois leur parler ? Et surtout dans des situations d'annonce de cancer, par exemple. Et du coup, quels conseils pratiques on pourrait donner, justement dans l'esprit de la prévention dont vous avez parlé, à des médecins ou paramédicaux qui se retrouvent dans cette situation d'un parent qui pose cette question ? Alors, ce que l'expérience m'a appris, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait des recettes, parce que je crois que ce qui est important aussi, c'est que chacun soit spontané, soit lui-même. Du moment qu'on a le souci, et ça, l'enfant le sent très bien, qu'on a le souci de ne pas le tromper. Et ça se sent tout de suite. L'enfant sent si on est honnête, si on est authentique, si on est... Alors après, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver les mots, pourquoi aussi les parents et les adultes gardent le silence, c'est parce qu'ils ont très très peur que ça les ils se protègent eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont très peur, et notamment de la question qui est est-ce que tu vas mourir ? Alors maintenant pour revenir à ce propos, je crois que il y a quand même des erreurs à éviter, si je puis dire. Notamment, beaucoup de parents nous disent, et je crois que l'expérience le montre,
qu'il est important pour eux d'avoir déjà assimilé leur diagnostic pour pas le retransmettre de façon trop brutale à l'enfant. Donc il faut un temps. On n'est pas obligé, je sors de ma consultation d'annonce et hop, je vais l'annoncer à mes enfants. C'est déjà avoir un temps pour soi, pour pouvoir encaisser ce qui arrive, pour pouvoir le digérer, si tant est qu'on peut le digérer, mais en tous les cas, ne pas être sous l'effet de la sidération. Hein. Et ça, les parents, beaucoup de parents le comprennent bien, parce qu'il y a des mamans qui l'ont fait de façon trop brutale. Elles sont sorties de la consultation et elles l'ont comme ça. Et alors, c'est là où on voit toute l'ambiguïté de la vérité. La vérité peut être aussi une arme. Si on l'a dit d'une façon trop brutale, elle peut... Cet enfant qui a dit, dans le groupe notamment, on veut la vérité avec des mots gentils, il ne l'a pas dit par hasard. Quand on lui a demandé d'expliquer ce qu'il voulait dire, il a dit, mais moi, le docteur, il est venu à la maison, sa maman est en phase terminale. Le docteur est venu à la maison et il m'a dit, ta mère va mourir, maintenant occupe-toi de toi. Bon, vous voyez que c'est d'une brutalité, d'une violence. Donc, des mots gentils, c'est comment peut-on annoncer les choses, mais c'est le même principe que pour les annonces de diagnostic. C'est comment faire pour amortir le choc. Et donc, la question, c'est peut-être laisser un temps aux parents d'encaisser un peu ce qui leur arrive. Ensuite, de pouvoir dire à l'enfant, par exemple, on a trouvé, j'ai une boule au sein, enfin, on m'a trouvé une boule au sein. Les médecins ont fait on ne sait pas trop ce que c'est, on va l'analyser. Vous voyez, on y va progressivement. Puis après, tu vois, on a eu les résultats d'analyse. Il y a des cellules qui ne sont pas bonnes, des mauvaises cellules. Et puis après, les mauvaises cellules, on va dire, ce sont des cellules cancéreuses. Et souvent, c'est l'enfant qui dit, mais alors, tu as un cancer. Et là, c'est là où... Mais vous voyez, c'est amener les choses petit à petit, progressivement. Moi, je compare toujours cette notion de vérité avec des mots gentils avec l'atterrissage d'un avion. Quand vous êtes en avion, il y a un moment, vous êtes obligé d'atterrir. Donc là, et il y a des pilotes qui vous secouent et d'autres qui vous secouent moins. Il y a des atterrissages qui sont plus doux et d'autres qui sont vraiment très violents. Et bien là, c'est comment peut-on faire pour amortir le choc. Et de toute façon, le choc, on n'en fera pas l'économie, on ne l'évitera pas. Et c'est un peu ce que dit la phrase d'Oscar Wilde, ceux qui évitent le combat sont plus grièvement blessés que ceux qui y participent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais... C'est exactement ça. Et les enfants, alors, il faut amortir le choc, mais souvent les enfants en groupe nous disent « on ne me l'a pas dit tout de suite oui. ». Et ils reprochent en disant on lui dit « mais on t'a expliqué, tu es dans le groupe, tu as le droit de poser des questions, ça veut dire que tes parents te font confiance et t'ont expliqué déjà plein de choses ». Mais très souvent, il y a la notion de « on ne me l'a pas dit tout de suite ». Ça revient quand même. Il y a la petite explication de « oui, mais tu sais, il fallait aussi que papa et maman aient le temps de comprendre ce qui lui arrivait ». C'est-à-dire que tout dépend du tout de suite. C'est ça. Si c'est 15 jours ou si c'est 6 mois, non. C'est ça. On n'a pas tout à fait la même notion du tout de suite, quoi. Et moi, c'est une question plus pratique, parce que là, pour moi, ça me paraît évident, les groupes. C'est pas que j'ai baigné dedans, mais quasi. Et donc, pour moi, c'est une évidence. Mais est-ce que quand tu as monté le groupe, il y a eu des difficultés, des freins, parce que c'était il y a un petit peu plus longtemps et voilà, on voit que tu es convaincu. Il y a eu plein de choses. Gustave Roussy est une très grosse maison où les choses sont peut-être un peu plus simples que dans certains hôpitaux périphériques ou plus de province, on va dire. Est-ce que c'était compliqué de monter ce projet Alors, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, d'autant plus que, notamment de convaincre les soignants, et notamment les médecins, de s'intéresser à cette question. C'est-à-dire, quand ils prennent un malade en charge, c'est s'inquiéter de savoir mais comment il vit, quoi, quel est son environnement, est-ce qu'il a des enfants, comment ça va se passer. Et ça a été très, très compliqué parce que ça ne faisait pas partie de leur préoccupation. Et je me souviens au début, il fallait aller dans les réunions de médecins, il fallait aller faire des réunions avec le personnel soignant. On leur expliquait ce qu'on faisait, on leur passait le film qui n'est pas tout à fait celui-là, mais le film qu'on passe pour inaugurer le groupe d'enfants. Et
au bout d'un moment, mais ça s'est fait, je me suis rendu compte qu'après, comme toujours, c'est qu'on n'avait plus besoin d'y aller. C'est-à-dire que spontanément, maintenant, je pense que Clémentine le confirmera, les soignants ont cette question-là. Ça fait 20 ans que l'hôpital s'intéresse et s'occupe des enfants, fait le groupe d'enfants, que le groupe d'enfants existe. Et moyennant quoi, je pense que spontanément, les médecins en parlent ou les infirmières proposent. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je vais donner un exemple très, très particulier, qui est l'exemple de la réanimation. Ça a été, quand on a dit aux réanimateurs à l'hôpital, vous savez, il faudrait que les enfants puissent venir dans le service de réa, parce que là, on ne sait pas si le parent va sortir de la réa, va pas en sortir. C'est vraiment le lieu où il faut que l'enfant vienne, tout en étant préparé, tout ça. Donc, c'était un peu compliqué, ils étaient très hésitants, mais tu ne te rends pas compte, les machines, les machins. Et finalement, une ou deux fois, enfin je sais pas, il y a eu des moments où les médecins se sont trouvés en grande difficulté avec des enfants parce que le parent allait décéder, et ils ne savaient pas comment faire, donc ils m'appelaient. Donc je venais avec eux, je recevais les parents avec le médecin parlait aux parents, je le soutenais, enfin bon, voilà. Ils avaient besoin de ma présence. Et ça pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et avec toujours, c'était la précaution, c'est que toujours, quand on propose à un enfant, ou à la famille d'amener l'enfant en réa, c'était que l'enfant voit un médecin avant de rentrer dans la chambre et qu'il revoit le médecin après être sorti de la chambre. Ça, c'était la condition sine qua non, ce qui était un peu la même chose d'ailleurs en service stérile. L'enfant, on le voyait avant et on le voyait après. Et au bout d'un moment, les réanimateurs ne nous ont plus jamais demandé, de venir avec eux. Ils faisaient tout seuls. Et non seulement ils faisaient tout seuls, mais ils ont écrit un article. Alors je ne sais pas, je n'ai pas les références là, mais ils ont écrit un article sur cette expérience, comme quoi ça a été très positif, et pour les malades, quand ils étaient conscients, pour les familles, pour les enfants surtout, et pour les soignants. Il y a eu un bénéfice pour tout le monde. Et maintenant, je crois que la réanimation est ouverte dès qu'un adulte est en réanimation et que les médecins savent qu'il a des enfants, ils proposent aux enfants de venir et ils s'en occupent tout seuls, ils n'ont plus besoin du psy. Merci beaucoup, Nicole. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Juliette. Voilà. Bonjour. Bonjour, Marthe Ducos. Merci beaucoup, Madame Landry-Daté, de votre exposé. Vous avez beaucoup, inspiré ma pratique. Alors moi, je travaille au sein d'une équipe mobile de soins palliatifs. Je suis psychologue, donc j'ai eu beaucoup à faire aux parents qui restaient, parce que c'était comme ça. Maintenant, je m'intéresse davantage au groupe parents-enfants quand le parent est encore là. Et ma question est autour, en fait, de la différence entre les deux parents, entre le parent malade et celui qui ne l'est pas. Et comment est-ce que vous avez des pistes par rapport à ça? Comment harmoniser, ou je ne sais pas comment dire, la communication avec tous les mécanismes de protection qu'on connaît? Merci. Alors c'est une question un petit peu délicate dans la mesure où ça renvoie à, et ça peut-être M. Basse pourrait en parler mieux que moi, du fonctionnement du couple déjà. Avant même qu'il y ait un événement, une épreuve à traverser, le couple existe. Et comment ce couple fonctionne avant même cet événement-là. Alors c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des couples qui vont au contraire se solidariser, se rapprocher et se soutenir mutuellement. Et il y a d'autres couples qui vont exploser, qui vont se défaire. Donc ça renvoie beaucoup à qu'est-ce qui cimente le couple avant même l'épreuve. Maintenant, quand deux parents sont un petit peu en désaccord, bon, ça arrive d'essayer de convaincre,
d'aider les parents à dialoguer ensemble, donc de les recevoir ensemble, par exemple, et de dire un peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir que si on ne dit pas la vérité à l'enfant, ce qu'il imagine, c'est pire que la réalité, donc on fait le contraire de ce qu'on voudrait faire. Moi, ce sont les deux gros arguments que j'emploie toujours, et la notion de confiance. Ça me paraît fondamental. La confiance, c'est s'il découvre que vous lui avez menti, il ne vous croira plus. Donc, vous avez beau lui dire, il faut bien travailler à l'école, qu'est-ce qu'il en a à faire? Votre parole, elle n'a plus de valeur. Donc, ça touche, ça va au-delà de la maladie. Mais pour aider le couple, alors soit on le reçoit ensemble et on essaie de... Il faut qu'ils entendent les mêmes choses au même moment, soit après, c'est la difficulté du couple, et ça, je pense que ça peut se travailler à ce moment-là en thérapie de couple ou autre. Mais je crois que c'est enfin, je veux dire, la manière dont le couple va se comporter dans l'épreuve, c'est le reflet de ce qui fonde le couple. Sur quoi est fondé le couple? Donc c'est avant cette épreuve, quelle que soit l'épreuve. Et c'est vrai qu'il y a des couples qui vont se rapprocher et d'autres qui vont complètement exploser. Mais ça, je pense que M. Bass nous en parlera mieux tout à l'heure.